et bienvenue donc à Natacha Gourland, géographe et maîtresse de conférences à l'université d'Évry-Val d'Essonne, dont les recherches portent sur les pratiques culturelles, artistiques, le genre, le corps, les rapports de domination et les inégalités. Et donc, tu vas nous présenter ton travail de thèse intitulé Ballerine de banlieue. Euh, et donc, avec une présentation ici intitulée Les lieux de pratique de la danse classique en banlieue parisienne, lecture géographique et approche intersectionnelle. Donc, je te laisse présenter avant que nous puissions discuter de ce travail. Eh ben super, merci beaucoup, pour l'invitation, déjà au comité d'organisation, puis merci à Pauline d'avoir accepté, de discuter, pour cette séance. Donc je crois qu'on s'était mis d'accord, voilà, sur, entre 30 et 40 minutes. Là, vu les modalités de projection de mon PowerPoint, je peux pas voir le chat, donc surtout n'hésitez pas à me couper, si je ne vois pas une question ou, quelque chose, parce que si j'enlève le partage, plein écran, du coup vous ne verrez plus le PowerPoint. Ce travail donc, et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est issu de mon travail de thèse. Donc il y a des continuités aujourd'hui avec mon activité de chercheuse, maintenant que je suis, maîtresse de conférences à Évry. Mais c'est essentiellement, là-dessus, voilà, que je construis mes recherches à partir donc de ma thèse qui a été soutenue, il y a 2 ans et demi. Donc Corinne, ici présente, aura peut-être, un sentiment de redite puisqu'elle était dans mon jury, en 2023. Mais je vais quand même essayer de, voilà, de vous présenter, en tout cas, les soubassements de mon travail et dans le cadre de cette commission genre, on va essayer de s'intéresser ensemble, au rapport de pouvoir, à la manière dont le genre manifeste, ses rapports de pouvoir, autour de la pratique de la danse en banlieue. Alors, pour commencer, j'aimerais vous emmener avec moi sur un de mes terrains d'enquête. À l'époque, il s'agissait de la commune de Pierrefitte, hein, donc qui a fusionné depuis, pour vous emmener donc dans le conservatoire municipal de danse, de Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis, où j'ai eu, l'occasion de discuter avec des parents d'élèves qui avaient inscrit leurs enfants, en particulier leurs jeunes filles, à la pratique de la danse classique au conservatoire. Donc à droite, vous avez, une photographie du conservatoire de Pierrefitte qui est, donc un environnement, vous le voyez sur la photo, photo que j'ai prise, hein, c'est pas du tout une photo de communication, mais l'environnement est assez idyllique, au sein, d'un quartier, prioritaire. Le conservatoire est dans un joli parc arboré, avec, un environnement verdoyant bien entretenu. Il faut savoir que le conservatoire est aussi un des bâtiments qui, à l'époque, servait beaucoup la communication municipale de la ville de Pierrefitte. C'est même un bâtiment qui est photographié et qu'on retrouve sur les quais du RER D quand vous descendez à la station Pierrefitte. Donc voilà, beaucoup de communication et de discours autour de ce lieu urbain et ce lieu dédié donc à l'enseignement artistique en banlieue parisienne. Et en fait, ce qui m'a frappée lors de mon terrain à Pierrefitte-sur-Seine, c'était l'engagement familial des mères autour de la pratique de la danse, que, faisaient leurs filles. Et ça se manifeste en particulier lors d'une journée, qui a lieu au conservatoire, qui est la journée des inscriptions, qui se tient donc souvent soit fin août, soit début septembre, pour inscrire les petites filles à, la pratique pour l'année qui suit. Et donc je vous propose de lire un extrait d'entretien, réalisé avec donc Djemila, qui est une mère d'une quarantaine d'années, et qui m'explique que, je cite: au début, la première année, on est resté de 11 heures à 18 heures pour inscrire les filles. Mais ma cousine, elle habite à Saint-Ouen, je sais que c'est la même chose. C'est compliqué d'avoir une place. Il faut vraiment être déterminé pour s'inscrire. Mais nous, on était déterminés. Il nous fallait la place. Alors, on voit ici qu'il y a un vocabulaire, de la place et du placement qui est assez intéressant, parce que le mot de place et de placement, il est révélateur, de logique de distinction, en sociologie, en géographie critique et urbaine, mais, il est aussi c'est aussi un terme qui est très important en danse. Le fait d'être à la bonne place en danse, de trouver, sa place dans le studio. Et donc cette logique de la place, en fait, elle est, concomitante, on la retrouve autant dans les jeux de distinction sociale autour de la pratique artistique que finalement une fois que les filles sont dans un studio de danse et qu'elles trouvent leur place au sein de ce studio de danse. Mon travail, je l'ai donc mené, autour de cette pratique de la danse classique. Ça peut paraître un peu incongru, en banlieue parisienne. Il faut savoir que quand j'ai commencé ma thèse, donc maintenant ça remonte, hein, c'est ma première année de thèse, c'était en 2018, et donc j'ai soutenu, fin 2023, et lorsque j'ai commencé, cette thèse, on trouvait assez, étrange pour certains,
pour certains élus ou même avec des gens avec qui j'ai échangé au ministère de la Culture, de travailler sur la danse classique en banlieue. Parce que c'est 2 imaginaires qui sont a priori, assez, opposés, parce que la banlieue est souvent, stigmatisée comme un espace homogène, associé à, des stéréotypes, négatifs et réduit à un certain nombre de thématiques en termes de traitement, médiatique. Et la danse classique, elle, resterait associée à une pratique, élitiste, genrée, avec des normes de corps, et des normes sociales assez particulières. Donc, mettre en lien ces 2 imaginaires, ça surprenait. En réalité, ça surprend pas tant que ça quand on s'intéresse à la réalité de la pratique, en France, parce que la danse, et en particulier classique, c'est une pratique qui est, extrêmement, diffusée. Et en banlieue parisienne, il y a énormément de structures qui enseignent et qui diffusent ce type de danse. Une des catégories de structures qui diffusent la danse classique, ce sont les conservatoires. Un conservatoire, qu'est-ce que c'est? C'est un équipement public financé par les collectivités territoriales, donc mairies, EPCI, et qui a vocation à, démocratiser la pratique de la danse classique ou moderne jazz, ou la pratique de la musique et dans certains cas même la pratique du théâtre. Et en fait, des conservatoires, il y en a, plus d'une centaine en Île-de-France. Il y a même, enfin, en fait, en réalité, il y a presque 200 conservatoires en Île-de-France et il y a 103, conservatoires qui sont en plus agréés par le ministère de la Culture. C'est-à-dire qu'ils ont une mission vraiment de démocratisation culturelle de cette pratique, que le ministère approuve. Et en fait, ce dont je me suis aperçue en faisant ma thèse, c'est que les conservatoires, ce sont vraiment des équipements, qui sont un peu décrits comme des équipements d'excellence de la démocratisation, qui sont valorisés dans les discours des élus, dans les discours des parents, y compris même dans les discours, des professeurs du secondaire, dans les discours même des élèves parfois, et aussi dans le marketing territorial, de la petite couronne parisienne. Petite couronne qui est en plus en voie de gentrification. Et donc ces conservatoires, ça fait partie aujourd'hui des équipements, vitrines de l'habité de la banlieue parisienne et en particulier de la proche banlieue. Et ça, c'est très, visible lorsqu'on s'intéresse aux, productions des municipalités qui mettent en avant leurs conservatoires et un petit peu la jeunesse. Donc là, vous avez des extraits de Bonjour Bobigny, où le conservatoire est souvent mis en avant comme un équipement, voilà, qui permet de rayonner. Le conservatoire est aussi cité comme un équipement qui permet de combattre, et bah, le repli sur soi, parfois même le communautarisme dans certains discours. Lorsque le conservatoire de Créteil a été inauguré, c'était une manière, je cite, d'apporter, la culture dans un quartier sensible où, je cite encore: «Règne la violence». Donc voilà, avec cette idée que le conservatoire, c'est un petit peu, la figure de proue, de la culture républicaine et universaliste, qui peut servir la banlieue ou en tout cas contribuer à, en faire un territoire désirable. Moi, ma thèse, je l'ai conduite dans 12 communes, de banlieue, parisienne et donc j'ai ciblé, en fait des banlieues enfin des communes de la petite couronne, donc en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne et dans les Hauts-de-Seine. Je suis vraiment entrée par, le prisme, institutionnel pour mon travail de thèse. C'est-à-dire que j'ai ciblé des communes où il y avait tout le temps un conservatoire, à différents, enfin un conservatoire de différents niveaux. C'est-à-dire ça pourrait être des conservatoires municipaux, des conservatoires, départementaux ou régionaux. Il faut savoir que, cette appellation, elle est un petit peu trompeuse parce que dans ces 3 cas de figure, qu'il s'agisse de conservatoire municipal, départemental ou régional, ou intercommunal, en fait, c'est toujours, la ville ou, l'EPCI qui le finance. En revanche, le label est attribué par le ministère de la Culture et par la DRAC et là, c'est le label qui est un petit peu différent, mais ça reste un équipement, financé par les politiques, et les communes. Et donc je me suis intéressée à ces conservatoires pour voir, bah, déjà qui pratiquait la danse dans ces conservatoires. Donc la catégorie, d'acteurs qui est vraiment au centre de, mon travail, ce sont les jeunes et les jeunes élèves, donc danseurs et danseuses, âgés de 12 à 25 ans à peu près. Et mon objectif, c'était d'interroger les normes dominantes de cet univers, et tous les rapports de pouvoir finalement qui étaient liés à l'appropriation
non seulement de la pratique de la danse, mais aussi des lieux où cette pratique se diffuse. Parce que là, je parle beaucoup des conservatoires, mais en réalité, en banlieue et en France de manière générale, il n'y a absolument pas que les conservatoires pour apprendre à danser. Il y a aussi des écoles privées, il y a des associations, donc il y a une myriade de possibilités. Et en fait, les conservatoires en région parisienne, c'est une forme d'accès à cette pratique qui est assez particulière, on va le voir. Alors, j'ai mené dans le cadre de mon enquête des entretiens avec beaucoup de catégories d'acteurs, avec des élèves, bien sûr, mais aussi avec leurs parents, avec les professeurs de danse des 12 communes où j'ai enquêté, avec des élus à la culture, avec des élus et des représentants de la DRAC. J'ai pu rencontrer aussi des professionnels maintenant, c'est-à-dire des danseurs et des danseuses qui ont fait carrière et qui sont passés eux-mêmes par le système des conservatoires. Ça m'a permis, voilà, d'avoir on va dire un petit peu toute la chaîne d'acteurs autour de ces lieux. J'ai réalisé aussi beaucoup de séances d'observation dans le cadre de journées portes ouvertes, mais aussi de ce qui s'appelle les galas de fin d'année, donc les spectacles. J'ai fait des visites d'établissements, j'ai observé des cours de danse, j'ai suivi les élèves lorsqu'elles allaient dans les boutiques spécialisées pour acheter leurs tenues. Je les ai parfois suivies lorsqu'elles se rendaient dans des théâtres pour voir des spectacles de danse ou qu'elles faisaient des activités en dehors du conservatoire. Dans certains établissements, j'ai pu mener des partenariats pour réaliser des ateliers cartes mentales avec les élèves. Et donc tout ça fait que, il y a eu des méthodes d'enquête, voilà, plurielles que j'ai cherché à croiser, en plus de plein de documents visuels, et de supports, de littérature, grise, que j'ai collectés au fil des ans et qui sont venus, voilà, nourrir un petit peu, mon analyse, en fonction de ce que je trouvais. Donc là, vous avez un extrait de mes carnets de terrain. Ce qui m'intéressait beaucoup en termes méthodo aussi quand j'ai découvert un établissement, donc j'essayais d'y aller évidemment plusieurs fois, mais c'était de voir, comment s'agençait, le conservatoire, comment on y entrait, quels étaient un petit peu les dispositifs spatiaux au sein de ce conservatoire, où se mettaient les élèves, où se mettaient les professeurs, où se mettaient les parents. De voir un petit peu aussi, en termes de budget, comment ce conservatoire fonctionnait, est-ce que les équipements étaient nouveaux ou anciens, est-ce qu'on était plutôt dans un conservatoire insalubre ou un conservatoire flambant neuf. Et donc je prenais évidemment des photos, mais parfois pendant l'observation des cours, si j'avais pas eu le temps de récolter toutes les autorisations, je faisais beaucoup de croquis ou de schémas pour localiser en fait et visualiser où se mettaient les élèves, où se mettaient les décos dans la salle, et un petit peu retranscrire l'ambiance de ce que je voyais. On aura l'occasion de revenir, si vous le souhaitez, pendant les questions, sur un petit peu ces différentes méthodes. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, moi ce que je vous propose, c'est absolument pas de revenir sur tous les chapitres de ma thèse, mais c'est plutôt qu'on aborde ensemble différents rapports de pouvoir et différents points et différents niveaux où on peut voir le genre, la classe et la race intervenir dans la trajectoire en danse classique et dans l'appropriation à la fois de la pratique et des lieux de pratique de la danse. La première chose que je vous propose qu'on fasse ensemble cet après-midi, c'est déjà questionner ensemble un petit peu les représentations et les normes de corps, de genre dominantes autour de l'entrée dans la pratique. À droite, là, vous avez une photographie que j'ai prise dans un conservatoire des Hauts-de-Seine, le conservatoire d'Issy-les-Moulineaux, avec des élèves qui font un exercice de développer en répétant un extrait de ballet du répertoire, et vous observez qu'il n'y a que des jeunes filles sur la photographie. On y reviendra, c'est parce qu'une grosse partie de mon travail aussi, finalement, a consisté à analyser des espaces d'entre-soi féminin. Dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on aborde ensemble cet après-midi la manière dont le genre intervient aussi dans le suivi parental de l'activité. L'engagement des mères autour de la pratique de leur fille, il est important, on va le voir, et il fait partie finalement d'une chaîne de socialisation genrée autour de la pratique de la danse classique. Dans un troisième temps, ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse vraiment au lieu et à l'espace-temps du cours de danse, puisque comme vous pouvez le constater sur, la photo de droite, je l'ai dit, c'est un espace parfois et souvent dans les conservatoires que j'ai enquêtés d'entre-soi féminin. Et donc cet espace qui est associé au féminin, il peut être vécu positivement par certaines pratiquantes ou
révéler des rapports de pouvoir et des violences, intrinsèques à la pratique et aux espaces d'entre-soi féminins, notamment du point de vue de la race et de la classe. Donc c'est un petit peu ça aussi qu'on va aborder. Et pour finir, à voir selon le temps qui me reste, on verra ensemble que, bah, finalement, ces différents rapports de pouvoir, et donc cette approche intersectionnelle, elle est importante à avoir parce qu'une fois que les élèves que j'ai rencontrés souhaitent, poursuivre une carrière et une professionnalisation en tant que danseur ou danseuse, et ben on retrouve ces mêmes rapports de pouvoir. Et autant il y a beaucoup, beaucoup de pratiquants et surtout de pratiquantes, de danse classique dans les conservatoires, mais il y a qu'une infime minorité de ces pratiquantes et de ces élèves qui accèdent à la professionnalisation et qui deviennent en réalité professionnels. Donc ce phénomène de pratique de la danse en conservatoire, il concerne essentiellement des amateurs. D'où l'intérêt aussi de se poser la question, de la violence multidimensionnelle et des rapports de pouvoir parce que, in fine, très peu arrivent à devenir professionnels. Est-ce que c'est clair déjà jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions ou je continue du coup? Oui, c'est très clair. OK, super. Et bah, du coup, je vous propose qu'on attaque avec le premier point, c'est-à-dire, un peu les représentations et les normes de corps qui sont, dominantes autour, de l'entrée dans la pratique. Donc il faut savoir que, à l'origine, la danse classique, ce n'est pas, du tout associé à ce point au féminin comme on peut le voir dans la culture populaire, aujourd'hui. C'est essentiellement une affaire, de gentilshommes, comme l'écrivent les décrets à l'époque et les textes qu'on a pu retrouver. La danse classique, c'est une pratique qui est issue du ballet de cour, hein, qui naît d'abord en Italie, puis ensuite qui arrive en France et qui est codifiée vraiment à la cour de Louis XIV, donc au XVIIe siècle. Et ça fait vraiment partie de l'éducation, des élites. Ça va rester comme ça pendant un petit bout de temps et puis on arrive à un renversement, en termes de classe et de genre, plutôt autour du 19e siècle. C'est-à-dire jusqu'au 19e siècle, on a essentiellement des hommes qui sont présents sur scène et des hommes qui pratiquent, le ballet de cour, puis la danse classique. C'est aussi un homme, hein, qui, codifie les positions de la danse classique, Pierre de Beauchamp, et qui va, établir le fait que le français va devenir la langue, de la puissance en danse classique. Tous les pas de danse de la danse classique, sont des noms français, en fait. Ce qui fait que même si vous prenez un cours, aux États-Unis, en Russie, ou ailleurs dans le monde, le nom des pas restera en français. Et ce renversement en termes de genre et de classe, il a lieu, au 19e siècle, à partir du moment où, il va y avoir un essor des théâtres privés, et ce qui va conduire aussi à une féminisation de la pratique. Et cette féminisation de la pratique, on sait qu'elle va souvent de pair avec, une dévalorisation sociale, et donc c'est là que un petit peu tout, l'imaginaire de la danseuse prostituée ou, de la, mise en cause de la pudeur, va émerger autour de la danse classique. Ce sont souvent des jeunes filles, qui ne sont pas, des classes sociales les plus privilégiées, qui vont, devenir danseuses. Ça a été très bien aussi, représenté par le peintre Edgar Degas, dont vous avez sûrement déjà vu, plusieurs tableaux. C'est à partir du 19e siècle aussi que va se mettre en place, le système des abonnés ou des protecteurs avec les danseuses, de l'Opéra de Paris. Donc on commence à avoir une dévalorisation, avec cette féminisation à partir de ce moment-là. Intéressant du coup de voir que, il va y avoir de nouveau un renversement, puisque la pratique de la danse va autour des années 60-70, en tout cas pour la danse classique, de nouveau être associée à la respectabilité féminine, puisque, c'est le moment où, la danse va vraiment être perçue comme, un outil, de mise aux normes du corps, en particulier pour les filles, qui sont conduites à faire, des pratiques artistiques. Et alors ça, c'est pas uniquement moi, hein, qui le dit. Il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'à partir des années 70-80, on a une féminisation des pratiques artistiques et finalement les garçons prennent plus de place dans, les disciplines sportives et ça dure, jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de travaux, hein, de chercheuses, aussi féministes, qui montrent, qu'aujourd'hui les espaces, sportifs, sont aussi, financés avec, des financements qui, bénéficient davantage aux garçons et finalement la danse, et les espaces dédiés à la danse, restent des espaces, assez féminisés dans, le genre des personnes qui s'inscrivent. À titre quelques chiffres là, à l'échelle nationale, on estime qu'il y a, 70 des pratiquants de danse qui sont en fait des pratiquantes,
et dans certaines disciplines, ça monte à plus de 80. Moi, dans les 12 conservatoires que j'ai pu enquêter, il y en a qu'une minorité où en fait il y a des cours qui sont, réellement mixtes. Dans la majorité des cas, ce sont, des cours, exclusivement féminins. Et donc, cette, écrasante féminisation, autour de la pratique, on la retrouve dans l'entrée dans la pratique, mais on va la retrouver aussi après, dans tout ce qui est genré autour de la pratique de la danse, que ce soit les livres, que ce soit, les films, que ce soit un petit peu toute la construction narrative qu'on va avoir, autour de cette pratique et qui est assez écrasante, et qui fait que c'est souvent associé, la danse classique, à un truc de fille, quand bien même, une fois qu'on est, professionnel, il y a beaucoup d'hommes, qui sont recrutés aussi dans les compagnies. On y reviendra. Alors, il y a évidemment donc ces rapports de genre qui entrent, en cause, au moment où on s'intéresse aux représentations, de la danse classique, mais ça va de pair avec des normes évidemment de classe, puisque aujourd'hui c'est une pratique qui paraît encore assez élitiste. Il y a beaucoup d'études quantitatives là-dessus, qui montrent que le public, des opéras, le public qui se rend à l'Opéra de Paris ou voir des ballets est un public avant tout d'initiés. Donc il y a évidemment des effets de reproduction, de classe et de reproduction sociale autour, on va dire de la consommation, de production, chorégraphique. Mais il y a aussi évidemment, des rapports, de race, avec une blanchité qui est un petit peu, la norme dans le milieu. Il faut savoir que cette blanchité, on la retrouve, à l'échelle des pratiquantes, à l'échelle des, enseignantes. Moi, sur 12 conservatoires, l'écrasante majorité, des professeurs que j'ai rencontrés étaient des professeurs femmes et blanches. Et on la retrouve aussi cette blanchité, j'aurai l'occasion d'y revenir, dans toutes les représentations, à nouveau, associées à la pratique. Et ça, les unes du magazine Danser, donc qui est un magazine, et un mensuel, assez important, dans le milieu, le montre très bien, hein. C'est, souvent des corps, blancs, qui sont, sur les unes et des corps où on retrouve ces normes, d'athlétisme, des normes de genre aussi, et donc des normes de race. Là où c'est, intéressant, c'est qu'en fait ce magazine et finalement d'autres supports, où on retrouve ces normes, de blanchité, de genre et de classe et sont souvent utilisés en fait par les, enseignantes que j'ai pu rencontrer. Donc ça questionne aussi la reproduction des représentations et finalement, l'invisibilité et l'hégémonie de ces normes, qui sont, socialement, codées, comme blanches. Ça, c'est un petit peu pour tout ce qui touche à, on va dire, les représentations générales, de la discipline. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'en matière de genre, donc il y a évidemment, l'accès, et la majorité écrasante des pratiquantes qui sont des filles dans les conservatoires que j'ai pu, suivre. Mais cette socialisation de genre et cette chaîne un petit peu de socialisation, genrée, on la retrouve aussi dans le suivi parental de l'activité et l'effet d'entraînement entre mère et fille, autour de la pratique. Ça, j'ai pu le voir, à travers un dispositif en particulier, qui est celui des associations de parents d'élèves, au sein des conservatoires que j'ai enquêtés. Alors c'est, assez spécifique, c'est-à-dire que dans plusieurs conservatoires, il y a une association de parents d'élèves qui va, prendre en charge, les élèves lors, de la journée de répétition du spectacle ou, lors, des inscriptions, qui va faire le lien avec les professeurs, qui va aller acheter parfois les costumes, qui va organiser des sorties, en plus, du lien pédagogique qui est fait avec, l'enseignante ou les enseignantes. Et dans certains, conservatoires, comme celui de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine ou celui de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, ou encore celui d'Antony, à nouveau dans les Hauts-de-Seine, les parents d'élèves prennent une place considérable, dans la vie du conservatoire. Et les parents d'élèves sont les premiers défenseurs du modèle qu'est le conservatoire, avec, des discours extrêmement forts sur, la discipline, l'épanouissement, le fait que mettre ses enfants au conservatoire, c'est pas comme les inscrire dans une MJC, donc avec aussi des, positionnements, en termes de distinction, qui sont très forts et qu'on perçoit très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de ces différentes associations, on retrouve essentiellement des mères d'élèves. Alors ça, encore une fois, c'est pas si surprenant, hein. Il y a d'autres travaux, notamment de sociologie, de la parentalité, qui montrent que ce sont les mères, hein, qui ont essentiellement la charge, des activités, sportives et artistiques des enfants.
Ce qui, moi, m'a intéressée, c'est de voir à quel point les mères, s'impliquaient dans le suivi, de l'activité de leurs filles, hein, parce que dans la majorité des cas, on va pas se mentir, ce sont leurs filles qui sont inscrites, et surtout les justifications, qu'elles avaient pour un tel, engagement, on va dire, parental. Cet engagement parental, il peut aller très loin. Je m'explique. Vous avez ici, une petite carte que j'avais fait de la trajectoire, hebdomadaire d'Aurore. Aurore a 43 ans, c'est une mère d'élèves qui réside dans la commune de Fresnes, dans le Val-de-Marne. Et Aurore a sa fille qui s'appelle Jeanne, et Jeanne, en fait, pratique la danse classique et veut devenir professionnelle. Et Aurore déploie une énergie absolument considérable pour euh, s'engager dans le rêve de sa fille. Et lors de notre entretien, Aurore m'explique à plusieurs reprises qu'elle peut absolument tout faire pour le rêve de sa fille, qui souhaite devenir danseuse professionnelle. Donc c'est l'amener aux auditions, lui payer des stages dans le centre de Paris, à la Paris Marais Dance School, où les stages à la semaine sont à plus de 800 euros. C'est aussi lui payer des cours particuliers dans d'autres conservatoires ou dans d'autres écoles privées. C'est se rendre dans des communes assez loin de son lieu de résidence, où il y a des magasins de danse très spécialisés avec des marques très particulières pour que sa fille puisse avoir accès à certaines marques, à certains modèles. Donc, par exemple, elle emmène sa fille dans la commune du Vésinet que vous voyez au nord-ouest de la carte. Et donc, il y a vraiment un espace de pratique de la danse au quotidien, entre plusieurs conservatoires, entre plusieurs lieux. Et c'est toujours la mère qui fait les allers-retours. Cette mère a notamment modifié son contrat pour être aux 80% et avec beaucoup de télétravail, justement pour pouvoir suivre l'activité de sa fille. Donc, on est vraiment là dans une volonté d'accompagnement qui répond à plusieurs choses. La première, c'est que la danse paraît être une débouchée professionnelle assez peu certaine pour les mères d'élèves. Et du coup, il y a une volonté vraiment d'encadrer au maximum leurs enfants pour essayer de les accompagner. Et la seconde, c'est qu'il y a souvent une intense, pas connivence, mais fusion entre mère et fille, qui fait que les mères s'impliquent énormément pour différentes raisons, hein. On aura peut-être le temps d'y revenir dans les questions, mais autour de l'activité de leur fille. Après s'être intéressée donc à cette dimension genrée de l'engagement parental, je vous propose de changer d'échelle et donc maintenant de rentrer au sein du conservatoire et maintenant à l'échelle des studios de danse pour voir comment les cours de danse en eux-mêmes sont des espaces qui certes sont associés au féminin, mais qui sont pourtant inégalement appropriés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la majorité des conservatoires que j'ai enquêtés sont des conservatoires où les cours de danse sont essentiellement féminins, où la prof est une femme et où les élèves sont des femmes. Mais il y a quand même des conservatoires où il y a une présence des garçons. En particulier les conservatoires qui misent tout sur la professionnalisation et qui cherchent aussi à professionnaliser des garçons. C'est le cas du conservatoire régional de Boulogne et c'est le cas du conservatoire régional de Saint-Maur. Il faut savoir qu'en danse classique, il y a aussi un apprentissage genré de la technique de la danse classique. Les garçons et les filles n'ont pas tout le temps les mêmes cours et ne pratiquent pas les mêmes pas de danse. La technique classique est donc pas enseignée de la même façon à un groupe ou à l'autre. Pour les garçons, il y a des cours qui insistent énormément sur les sauts, sur les portées, sur la musculation. Alors que pour les filles, une des techniques, qui est enseignée à partir de l'âge de 10-12 ans, c'est la technique des pointes. Donc ces chaussons qui sont rembourrés, et qui permettent de monter vraiment, en arquant sa voûte plantaire et qui permettent vraiment de monter sur ce qu'on appelle la boîte, sur la partie un petit peu, extrême, du pied. Donc il y a pas les mêmes cours et il y a pas non plus du coup les mêmes qualités qui sont attribuées aux garçons ou aux filles. Et donc il y a pas non plus les mêmes injonctions en termes de genre, en termes de poids, en termes de musculature.
Et là où c'est finalement aussi assez révélateur, de la spatialisation des rapports de pouvoir, c'est que, ce qu'on va valoriser dans un cours de danse, en région parisienne, n'est pas forcément ce qu'on va valoriser dans un cours de danse, en Angleterre ou, au Brésil. Il y a certes des normes qui vont rester dominantes, mais parfois le rapport à la musculature, le rapport à la puissance est pas le même d'un pays à l'autre. Par exemple, j'ai plusieurs danseuses professionnelles qui m'ont dit qu'elles étaient trop musclées pour les compagnies de danse classique françaises et que du coup, elles avaient choisi de faire carrière aux États-Unis où la musculature, des danseuses était vue plus positivement que ce n'était le cas, en France. C'est pour vous donner, voilà, un petit temps angle de comparaison un petit peu de ces injonctions de corps, et de genre. Le poids de la pratique, dans la socialisation, en fait, de genre des petites filles, il est évidemment très, très fort. Je l'ai dit, hein, on est face à des espaces qui sont, des espaces d'entre-soi féminin, dans la majorité des cours et où du coup, plein de remarques, plein de discussions sont aussi des discussions, extrêmement, tournées vers cet entre-soi féminin avec parfois des discussions sur le poids, des discussions sur la nourriture, des discussions sur, comment être gracieuse, comment être jolie, comment être bien coiffée, et qui sont aussi entraînées, hein, par les professeurs, elles-mêmes. Et donc ça, le propre des espaces d'entre-soi, c'est d'être à la fois des espaces finalement, parfois d'émancipation ou parfois d'oppression et de réactivation des rapports de pouvoir. Et ça, c'est très net, dans certains entretiens que j'ai pu conduire avec les enseignantes ou, les élèves. Je m'explique. Vous avez, sur, la slide que je viens de projeter, une photographie à droite, d'une jeune élève, au conservatoire d'Issy-les-Moulineaux, qui, est en horaire aménagé de danse et donc se rend au conservatoire, plusieurs heures dans la semaine, plus d'une dizaine d'heures, pour être exact. Et c'était l'année où elle passait, le bac français, donc on la voit réviser dans un des studios du conservatoire entre, les cours de danse. Pour, cette élève, lorsqu'on fait un entretien ensemble, elle m'explique qu'en fait, elle est ici tous les jours, non seulement parce qu'elle veut devenir danseuse, mais aussi parce qu'elle adore être au conservatoire, parce qu'il y a ses amis, qu'elle se sent bien, que c'est, une activité, qui lui procure, de la joie, du bien-être, et que finalement sa journée est rythmée autour de la danse. Et donc on trouve un petit peu dans ces discours, mais aussi dans ceux de certains, professeurs, la notion d'espace ressource, de safe space. Je vous ai mis, ici sur le PowerPoint, un extrait d'entretien que j'ai pu, conduire avec la professeure de danse du même conservatoire, donc à Issy-les-Moulineaux, qui m'explique que, je cite: «Le conservatoire, c'est le leur si tu veux. Les filles viennent réviser à la bibliothèque du conservatoire ou dans les salles entre les cours. Elles déjeunent ensemble, dans le hall, sur l'esplanade. Elles sont là le samedi toute la journée. Elles s'approprient complètement le lieu, sans nous d'ailleurs. C'est ça qui est génial. Elles n'ont pas besoin qu'on soit là. Elles prennent les salles entre les cours. Le conservatoire remplit plein de fonctions pour elles.» Alors, cet aspect, du lieu conservatoire, il est extrêmement important parce qu'en fait, il est revenu dans plusieurs conservatoires et c'est vrai, dans, certains parcours de vie, dans certaines manières d'habiter la ville, le conservatoire est omniprésent pour les jeunes filles, en particulier lorsqu'elles sont à l'adolescence, et ça, c'est pareil, ça s'explique pour plusieurs choses. Déjà le fait que, les filles de classe moyenne ou, de classe supérieure avec qui j'ai fait beaucoup d'entretiens, en fait, elles sont pas souvent, dans l'espace public. Elles sont souvent au conservatoire aussi, parce que c'est un espace où, elles estiment pouvoir être en sécurité, mais pas sous le regard de leurs parents ou sur le regard des adultes qui ont, normalement, on va dire de l'autorité sur elles. C'est un espace, qui pour elles est gratuit une fois qu'elles ont payé l'inscription, hein, ça enlève pas les rapports de classe, mais en fait, elles déboursent pas. Contrairement au fait, qu'elles aillent dans un café ou, dans un restaurant pour se voir. C'est des jeunes filles qui sont trop grandes pour être sur des aires de jeu, dans l'espace public, qui en même temps, sont exposées aussi, comme, beaucoup de jeunes femmes, et femmes de manière générale, au harcèlement de rue. Donc en fait, le conservatoire pour elles, c'est souvent décrit dans leurs échanges, les échanges qu'elles avaient avec moi, comme un lieu, très important dans leur urbanité. Donc ça, c'est vrai, c'est incontestable. C'est un espace qui, pour certaines, est safe. Mais j'ai bien dit pour certaines, parce que le propre des espaces de l'entre-soi, c'est d'être contradictoire, c'est d'être ambivalent. Et autant ce sont des lieux qui sont, ressources pour
plusieurs filles dans le cours. Pour d'autres, ça peut aussi être des espaces un peu plus violents, un peu plus, où se réactivent des rapports de pouvoir et où il y a, beaucoup d'ambivalence et de tension entre émancipation ou, marginalisation. C'est le cas en particulier donc pour certaines élèves, issues de classes très populaires, où, il y a quand même une pression, hein, autour, des justes au corps, des tenues, de la manière dont on se vêtit. Mais c'est le cas aussi pour les élèves racisés qui s'éloignent de la norme de blanchité dont on a parlé précédemment. Et donc lorsque, j'ai fait des entretiens avec les élèves racisés, ce que j'observais, c'était, leur sentiment, de minorisation, hein, et le fait d'être toute seule au sein du cours. Et le fait de, faire face à, des phénomènes, et des, micro-agressions au quotidien, comme par exemple l'aveuglement à la couleur. Là, c'est un extrait d'entretien que j'ai pu mener avec, une élève qui s'appelle Lila, et qui m'explique qu'elle est la seule élève noire, donc Lila, elle est française, mais elle est aussi afro-descendante. Ses 2 parents sont nés, au Gabon. Et Lila m'explique que lorsqu'elle était dans un magasin Repetto, donc qui est une marque de danse, assez connue dont vous avez une publicité juste à gauche, il y avait pas, de tenue, de collant, de pointe ou de demi-pointe adaptée à sa couleur de peau. Et que la vendeuse n'arrêtait pas de lui dire, que c'était uniquement couleur chair, mais la couleur chair en fait, elle est, calquée sur, la couleur de la peau blanche et non pas sur la couleur de la peau noire. Donc Lila, voilà, elle fait face à, des microagressions, quotidiennes, hein, quand elle évolue dans le monde de la danse classique. Quand c'est pas, le manque d'articles adaptés à sa carnation, ce sont des micro-agressions autour, de, sa couleur de peau, de la texture de ses cheveux. C'est un sentiment de minorité aussi, dans le fait d'être seule et de pas toujours avoir des rôles modèles. Je vais y revenir tout de suite. Donc espace ressources, oui, mais pas pour tout le monde et d'où l'importance d'avoir cette grille de lecture aussi intersectionnelle parce que si on s'en tient uniquement à la lecture du genre, on pourrait croire, que, le cours de danse à partir du moment où il est dans un entre-soi féminin est, salvateur et en réalité, c'est pas toujours le cas. Ces rapports de pouvoir, enfin, ils s'illustrent parfaitement au moment où on entre dans la carrière de danseur et de danseuse, les élèves que j'ai pu suivre ou en tout cas les professionnels que j'ai suivis et qui sont, passés par le système des conservatoires en témoignent. La danse, c'est un milieu professionnel extrêmement concurrentiel, qui du coup, se joue à plusieurs niveaux et se joue très tôt. La carrière est très courte, on peut entrer dans la carrière à partir de 15-16 ans et cette carrière, elle s'arrête autour de 42-43 ans. Il y a une concurrence entre filles au moment des auditions, mais il y a aussi une concurrence entre filles et garçons puisque certes les filles sont plus nombreuses, mais dans les compagnies, les garçons, sont recrutés, on va dire en surnombre, pour pouvoir permettre, de, faire, des portées, des pas de 2 et des chorégraphies, hommes-femmes. Et ça, c'est un phénomène, sociologique qu'on connaît bien, qui s'appelle le phénomène du glass escalator, qui a été travaillé par, la sociologue Christine Williams dans les années 90, qui montre que dans les milieux qui sont très féminisés, la place des hommes, va en grandissant et les hommes progressent professionnellement en termes de salaire ou de responsabilité, beaucoup plus vite que les femmes qui sont pourtant majoritaires. Ce qui explique aussi que la majorité des postes à responsabilité dans, les compagnies, les théâtres, les opéras, les centres chorégraphiques sont occupés par des hommes, et que la majorité des chorégraphes aussi, programmés, sont des chorégraphes masculins. Ça, je pense que Pauline aura aussi des choses à dire là-dessus, parce que je sais qu'elle a travaillé aussi là-dessus. Donc ces rapports de classe, de genre et ces rapports de race, on les retrouve, au moment de la professionnalisation, au moment de la bascule en fait entre amateurisme et professionnel en danse. Une partie de mon travail, ça a donc aussi été, de cibler et d'interroger les trajectoires, des élèves de conservatoires de banlieue, pour voir, qui devenait professionnel, qui ne le devenait jamais, et quels étaient aussi, les critères, qui faisaient qu'on basculait. Une des choses, que j'ai pu mettre en évidence, c'est que pour faire sa place dans le milieu de la danse, il faut être mobile. Or, la mobilité, c'est une ressource qui est à nouveau inégalement partagée et pouvoir, sortir, de la banlieue parisienne, aller prendre des cours sur Paris, passer des auditions et ensuite passer des auditions dans d'autres compagnies en France, voire même des compagnies internationales ailleurs en Europe ou, outre-Atlantique ou, en Asie, ça demande de l'argent.
Et donc quand on s'intéresse à la catégorie professionnelle des danseurs et des danseuses, il y a toujours cette tension finalement entre précarité et privilège. Parce que ça semble être une, catégorie professionnelle assez privilégiée, du point de vue de l'origine sociale et pourtant, c'est aussi une catégorie professionnelle assez précaire, où les rapports de pouvoir, se manifestent à différents niveaux, de la carrière. Heu, je parlais tout à l'heure de l'approche intersectionnelle. Cette approche intersectionnelle, elle est aussi importante à avoir pour, observer les compagnies qui sont ciblées en fonction, de la racialisation et de la racisation, des danseurs, ou des élèves et ce que j'ai pu observer, moi, c'est que beaucoup d'élèves, et de jeunes danseurs et danseuses, noirs, métis, afro-descendants et parfois, asiatiques, m'expliquaient cibler, certaines compagnies, parce qu'ils savaient pertinemment qu'il pouvait y avoir des discriminations, à leur encontre, dans d'autres compagnies françaises. Et du coup, il y a des négociations et vraiment des stratégies de négociation, face à un milieu où la blanchité est la norme, pour s'insérer professionnellement en tant que danseur. Donc parmi les compagnies qui étaient citées, par les, danseurs, racisés avec qui j'ai fait des entretiens, il y en avait plusieurs. Il y a la compagnie du Ballet Black qui, se trouve à Londres, dont vous avez l'affiche juste à gauche. Il y a une compagnie, de danse moderne, mais où il y a une très grosse maîtrise quand même de la danse classique, qui est la compagnie Alvin Ailey, qui se trouve donc à New York. Et à New York, on a une autre compagnie, explicitement, sensible, aux questions de race, c'est le Dance Theater of Harlem. D'ailleurs, on est en 2026 et il y a un mois, le Dance Theater of Harlem est venu à Paris pour faire une tournée européenne. Ça faisait 40 ans qu'ils n'étaient pas venus en France et ce qui était intéressant, c'est que, en allant voir leur spectacle, je suis retombée, sur, des élèves ou des jeunes que j'avais suivis, qui étaient aussi venus voir le spectacle parce que c'est une des rares compagnies à mettre, explicitement en avant, l'histoire, des populations, noires, et afrodescendantes, dans la manière dont elles participent à, la danse classique et la place des corps noirs sur scène dans le milieu de la danse classique. Cette approche intersectionnelle, donc elle est fondamentale pour comprendre, comment, dans un milieu comme celui-ci, sexisme et racisme, se rencontrent. Je pourrais dire aussi évidemment, classisme. Et ce qui ressort, c'était vraiment aussi, dans le parcours des élèves que j'ai pu enquêter, le besoin de modèles, le besoin, de ce qu'on appelle donc des rôles modèles, des modèles d'identification, vers qui se projeter et qui peuvent un petit peu servir, oui, de moteur pour, s'identifier à un milieu professionnel. Et une des danseuses qui revenait souvent dans les discussions avec les élèves racisés en banlieue parisienne, c'était la danseuse Misty Copeland, dont vous avez une photographie ici, qui est donc une des premières, danseuses étoiles, afro-américaines à avoir été, nommée, à l'ABT, l'American Ballet Theatre. Et par exemple, Misty Copeland, c'était la danseuse préférée de Lila et c'est, la jeune fille dont je vous parlais juste avant au conservatoire d'Issy-les-Moulineaux. Et ça a vraiment été une révélation en termes de volonté de professionnalisation, pour elle. Pour finir, j'aimerais, évoquer une chose, c'est que entre le moment où j'ai commencé ma thèse et le moment où aujourd'hui, je suis maîtresse de conférences à l'université d'Evry, il y a quand même eu une évolution, hein, dans la visibilité des questions raciales, au sein du milieu de la danse classique, parce qu'il y a eu plusieurs événements, importants, ces dernières années. À partir, de 2020 et suite à l'assassinat de George Floyd, il y a eu une grosse mobilisation sur les réseaux sociaux, pour dénoncer les discriminations, la blanchité comme norme dans le milieu de la danse classique. Il y a plusieurs danseurs, de l'Opéra de Paris qui ont pris position, il y a eu un manifeste qui a été rédigé, plusieurs compagnies européennes et internationales ont signé aussi des chartes antidiscrimination. Les réseaux sociaux ont permis aussi de relayer beaucoup de choses, du point de vue de la dénonciation, de ces discriminations et donc les choses commencent à bouger. Les choses commencent à bouger aussi du point de vue des marques, puisque évidemment le capitalisme n'étant jamais loin, plusieurs marques de danse aussi, ont pris à bras-le-corps, la question de l'inclusivité dans leur gamme, de produits dédiés à la danse et aux danseurs et danseuses. Et aussi, depuis 3 ans, il y a à l'Opéra de Paris un danseur, qui s'appelle Guillaume Diop, qui a été nommé et qui est le premier danseur, afro-descendant à l'être, en tant que danseur étoile. Alors Guillaume Diop est métis, mais il a aussi souvent été, identifié, uniquement comme noir par la presse internationale, et lui-même porte, ce combat de visibilité, depuis ces 3 dernières années. Donc il y a des évolutions.
Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de questionner la manière dont ces évolutions, elles se retrouvent ensuite à la base, à l'échelle des conservatoires et plus généralement des structures d'enseignement de la danse en banlieue parisienne, où il y a un profil d'élèves très diversifié du point de vue racial et où du coup, on a besoin de modèles d'identification, y compris dans les modèles que proposent les profs. Et ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je me tiens évidemment à votre disposition si vous avez des questions. J'ai parlé un petit peu plus que prévu, je crois. J'ai dû déborder un petit peu du temps imparti. Mais voilà, je vous remercie beaucoup et puis bah, je vous écoute. Merci beaucoup, Natacha, pour cette présentation, qui est un travail assez énorme hein, ce, ce- dans cette enquête de conservatoire de banlieue. Et effectivement, souligner aussi l'originalité de ce sujet, danse classique et banlieue, qui tout de suite pose la question du centre et de la marge dans ce sujet. Alors, les études en danse, alors toi tu es géographe, mais les études en danse, donc assurent avec la danse, sont peu nombreuses et sont de plus en plus nombreuses, mais on est quand même relativement peu. Et la danse classique est encore minoritaire, je crois, dans les travaux. Alors bien sûr, je pense à l'ouvrage de Laura Capel sur les nouveaux classiques créés, créés au XXe siècle, créer des ballets au XXIe siècle. Mais après, c'est aussi une autre question entre la question de la danseuse et de la chorégraphe. Comment il y a quelque chose où on a encore cette impression d'être upgradé quand on devient chorégraphe. Et là, il y a encore un plafond de verre beaucoup plus important, finalement, pour les danseuses et plus encore du classique. Alors, ce sujet, moi, je le trouve assez passionnant parce que, au-delà, tu nous as vraiment bien présenté euh, comment ça se passe en fait dans ce quotidien entre la mobilité, les questions de normes, le rôle de la famille, jusqu'à aller dans les studios, les entretiens avec les filles, les mères. Euh, donc on rentre vraiment au plus près du sujet. Mais au-delà de ce sujet, la danse classique constitue ici, je trouve, un objet heuristique qui permet d'observer à la fois les inégalités sociales, raciales, les hiérarchies spatiales entre centre et périphérie, les normes corporelles et genrées, les stratégies de mobilité sociale, culturelle. Et donc, on a ici la danse qui est considérée non seulement comme une pratique artistique, mais aussi comme une pratique spatiale, sociale, qui est révélatrice des rapports de pouvoir, euh, avec au centre hein, cette notion de placement qui est intéressante, puisqu'évidemment, elle se décline dans toutes les disciplines, et du côté de la danse, encore plus peut-être en termes de vocabulaire, du côté du placement, d'être bien placé en danse classique, qui est une danse codifiée. Et ça, tu l'as bien montré, codifié depuis, bon, on peut dire Louis XIV, Beauchamp, enfin en tout cas cette période-là, où la danse va ensuite se professionnaliser. Euh, aussi, et je trouve intéressant, tu l'as dit à un moment, on voit toujours comme un truc de fille, et je trouve très intéressant un ouvrage aujourd'hui qui est celui évidemment d'Hélène Elle a Marquier. marqué, ouais. Non, la danse n'est pas un truc de fille, et qui montre bien que finalement on a un renversement complet à cet endroit-là, que c'est une pratique de tout bon courtisan, puisque justement c'est l'ordre, il y a quelque chose de presque militaire dans cette danse, Ouais. et on le voit dans les dessins, dans les partitions de danse, justement là aussi cette géographie de la danse dessinée au sol, avec le pied pour pouvoir lire avec la portée en haut, la danse donc, qui est extrêmement codifiée à ce moment-là. Et on voit bien cette bascule qui est aussi avec une influence au XVIIIe philosophique pour cette recomposition du genre en danse, puisqu'à la fin du XVIIe, la différence entre les organes génitaux n'est pas encore considérée comme déterminante et réductible dans la construction identitaire. Il y a un continuum de sexe
pour les femmes, c'est des organes mal retournés. Donc les caractères féminins, masculins ne dépendent pas directement du biologique, hein, résultent des répartitions des humeurs relevant des 4 éléments. Donc il y a quand même cette croyance forte. Et c'est vraiment au 18e, quoi, ce début de changement de paradigme, où les deux sexes sont de nature différente et déterminent les spécificités des individus. Le sexe détermine le corps et le destin des individus qui légitiment les inégalités entre le sexe dit fort et le sexe faible. Et donc ça s'affirme vraiment au 19e siècle, où la danse va devenir d'essence féminine, mais jusqu'à la Restauration, hein, le ballet demeure néanmoins masculin, et c'est par la suite, hein, que la grâce, la souplesse, la légèreté vont devenir des valeurs féminines auxquelles les hommes n'ont plus le droit. Et ça, on le voit assez clairement. Il suffit de voir les écrits de Théophile Gautier à l'époque, qui sont quand même assez croustillants. Les danseurs nobles et gracieux qui nous répugnent, hein, ils ne lésinent pas sur le vocabulaire. Donc là, c'est le triomphe de la ballerine, le triomphe des pointes dans ce 19e, et ça, tu l'as vraiment bien dit, en montrant aussi dans les années 60 comment on réactive cette question d'éducation et d'éducation féminine de la petite fille qui fait de la danse et le petit garçon qui fait du foot. Donc on a vraiment cette répartition qui se fait, qui est une répartition qui est aussi une histoire de classe et une histoire de blanchité. Ce n'est pas seulement une histoire genrée, donc évidemment que l'approche intersectionnelle, elle est essentielle, et qui pourrait être paradoxale, puisque le conservatoire, il y a quelque chose de vu comme quelque chose de bourgeois, alors que finalement, financièrement aussi, c'est plus accessible parce que c'est financé, et donc c'est plus accessible que des écoles privées. Complètement. Donc il y a une sorte de paradoxe qui est vraiment lié aux représentations plus qu'au financement aussi pour ces pratiques qui sont extrêmement genrées, et dans l'imaginaire et dans les faits. Genrées dans les studios, tu as eu peu de petits garçons, et donc là, on a aussi quelque chose qui s'inverse, étant donné que les ballets, les compagnies, les écoles vont souvent être à parité, école supérieure entre garçons et filles pour les ballets. Donc les petits garçons ont plus de chances de faire carrière que les petites filles, puisque c'est beaucoup moins concurrentiel. Donc, c'est intéressant de dire en danse classique, parce que par exemple en hip-hop, c'est pas du tout la même chose. On pourrait dire on a que des garçons, donc les filles sont les reines du monde. Non, elles doivent être meilleures que les garçons pour être les reines du monde. Complètement, ouais. Elles sont moins Ce qui n'est pas légitimes. le cas pour arriver dans ce milieu de la danse classique qui finalement, je dirais, accentue tout ce qu'on peut voir aussi en danse contemporaine. C'est un petit peu exacerbé du côté de la danse classique. Et puis, tu as bien montré aussi, pour finir, cette évolution quand même avec ces collants, cet entretien, l'extrait d'entretien que tu as montré est quand même assez parlant et même presque sidérant à propos des pointes ou des collants couleur chair. Et donc ça a pu évoluer effectivement, hein, avec ce manifeste, hein, de la question raciale à l'Opéra de Paris, qui a été signé par 400 salariés et qui a fait suite aussi à une enquête, hein, un rapport qui a été mené par Papandiaï et Constance Rivière sur le sujet. Guillaume Diop, qui a été nommé en 2023 danseur étoile, ce qui est aussi paradoxal puisque la presse titre un danseur étoile racisé. Est-ce qu'on a envie d'être danseur étoile parce que racisé et non pas pour l'excellence? C'est aussi tout le paradoxe de montrer aussi cette avancée qui focalise à un endroit qui n'est pas l'endroit de la danse. Donc complètement. Et ça, ouais, on pourra peut-être en reparler aussi, mais il y a vraiment une question aussi autour de l'essentialisation qui est assez intéressante là. Bien sûr. Parce que d'un côté, et enfin pour le coup, j'ai eu l'occasion de en fait faire des entretiens avec Guillaume Diop et de faire des entretiens aussi avec son agent dans le cadre de ma thèse. Et puis après, on a travaillé un peu ensemble. Et il y a vraiment à nouveau cette tension entre essentialisation et le fait d'être un modèle et un rôle modèle et d'être perçu comme tel parce qu'on est le premier, et en même temps la volonté de ne pas être réduit
à ça, et de porter un universalisme intersectionnel. Et donc ça pose aussi question, quoi, cette tension autour de l'essentialisation et de la réduction à ça. Là, c'est une tension permanente qu'on observe hein, de façon un peu systématique. Aussi comment être, aussi devenir un modèle, ce fameux modèle qui manque pour Ouais. les petites filles et pour les petits garçons. Et en même temps, ce modèle demande-t-il cette essentialisation? Et d'ailleurs, on voit bien que les modèles hein, cités sont des modèles aussi américains et que euh, le, en France, on a quand même une vraie politique aussi de la danse contemporaine. On a beaucoup de ballets d'opéra qui ont disparu. Je fais peut-être des raccourcis, mais à un moment où les centres chorégraphiques se sont développés, donc on a une vraie politique aussi de soutien à la danse contemporaine. Et donc l'imaginaire de la danse classique va aussi plutôt à l'étranger, dans d'autres compagnies, aux États-Unis, en Russie, en Angleterre, que en France. Et la compagnie d'Alvin Ailey, il faut dire qu'elle a été fondée en 58, donc on est Ouais. sur des modèles qui ne sont pas non plus des plus récents, et en même temps, on n'arrive même pas à renouveler ces modèles. Donc ça, c'est aussi assez incroyable. Euh, ces références qui sont des références aussi. Alors les ballets existent toujours, mais qui ne se renouvellent pas ou très peu pour, pour les petites filles. Peut-être demander, avant de rebondir ou de tirer certains fils, si vous avez des questions ou des remarques. Oui, Oui, moi j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon cette oui. fois? Ouais, c'est bon. Super. Bon, alors bonjour, bonjour à toutes. D'abord, un très grand merci à Natacha pour sa présentation et à Pauline pour ces éléments-là de discussion. Je trouve ça vraiment super intéressant. Je trouve que l'entrée par l'espace dans des questions comme le sport sont sont des entrées qui sont vraiment hyper intéressantes et donnent beaucoup à réfléchir. Donc, merci pour tout ça. J'ai deux questions. C'est les questions qui sont un petit peu à côté finalement de ces questions d'espace, mais peut-être pas tant que ça. Euh, Est-ce que tu as enquêté les motivations des filles et de leur mère pour l'inscription au conservatoire? Pourquoi est-ce qu'elles veulent faire de la danse classique? Est-ce que on a aussi un cursus très différent entre les danseuses qui vont aller vers la danse classique et celles qui vont aller plutôt vers du contemporain, par exemple? Euh, et puis, la question de l'amateurisme m'a semblé vraiment hyper intéressante parce que c'est vrai qu'on oblige, entre guillemets, on impose des normes hyper strictes à des petites filles tout le long d'un cursus au conservatoire. Et après, elles n'en feront en rien, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de débouché professionnel, mais aussi parce que et c'est peut-être lié justement à la question de la motivation, mais c'est aussi parce que les débouchés, comme tu l'as dit tout à l'heure, sont hyper rares. Mais par contre, si on veut faire un cursus professionnel, est-ce qu'il ne faut pas passer obligatoirement par le conservatoire? Et donc, le conservatoire serait une forme d'ouverture d'opportunité pour des petites filles au cas où, dans un premier temps, et ensuite être au bon endroit si justement ça se confirme. Donc ça, c'est la question des motivations. Euh, et puis, le deuxième, bon, j'ai plein d'autres choses à dire, mais Non, je non, vais vas-y, commencer vas-y, il par n'y a ça. pas de souci. Et la deuxième chose qui m'a vraiment beaucoup intéressée, parce que ça fait aussi écho à quelque chose que je n'avais pas forcément analysé comme ça, que je connais par ailleurs, c'est la question du lieu de vie du conservatoire. C'est-à-dire qu'il y a l'école, pour ces jeunes femmes qui sont surtout en double cursus ou en charme ou donc dans des cursus spécialisés, qui vont le matin à l'école et l'après-midi en danse.
et à la danse. Et donc, elle passe un temps infini au conservatoire, tu l'as dit, 10 heures, 12 heures, peut-être plus quand il y a des spectacles, etc., ou des auditions. Et donc, ce lieu-là devient une espèce de lieu alternatif à l'école, qui est le lieu principal normalement de socialisation des élèves à cet âge-là. Et donc, ça offre pour ces jeunes filles-là, on le voit très bien dans ce que tu as dit, euh, un lieu qui est à part et qui renforce, on le sent, une forme de cet entre-soi qui est déjà créé dès le plus jeune âge, et qui met à distance, alors à l'intérieur, tu l'as dit, mais ce n'est pas mon propos vraiment, qui met à distance les autres qui n'ont rien à y faire. C'est-à-dire qu'elles vont créer une espèce de bulle de danseuses, quelque chose qui les distingue vraiment particulièrement fortement des autres élèves Des autres du groupes, ouais. lycée ou de leur classe d'âge, en fait. Ça les distingue très particulièrement. Et cette distinction, elle commence à la porte du conservatoire. C'est-à-dire, il y a celles qui rentrent et celles qui ne peuvent pas rentrer. Et je trouve ça hyper intéressant dans la manière d'être au monde, en fait, et de se positionner à cet âge-là où, justement, bah, il y a quand même un moment où on a envie d'être un peu tous pareils, mais un peu tous différents quand même. Donc là, elles sont ensemble pareilles, pas tout à fait, on l'a vu, mais ensemble pareilles par rapport à différents dehors, quoi. Enfin, voilà, bon, j'ai évidemment, c'est peut-être un peu confus, mais en tout cas, Non, 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 pas du tout, pas du tout. Et ça, peut-être, ça a fait écho à beaucoup ouais, de ouais. choses très intéressantes. Merci. Bah, peut-être je vais rebondir d'abord sur ce que tu viens de dire, parce que c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, bon là, je suis en train d'essayer de publier ma thèse et de me mettre vraiment sur l'écriture du livre, mais j'ai un chapitre qui s'appelle Faire partie du groupe et qui en fait analyse ce que j'ai dit là très brièvement et finalement ce que tu analyses aussi beaucoup plus précisément. En fait, faire partie du groupe des filles du conservatoire, c'est un élément de distinction extrêmement fort. Mais c'est un élément de distinction qui joue à plusieurs niveaux. En fait, c'est pas uniquement dédié aux filles qui seraient en classe à horaires aménagés. On pourrait croire que on est danseuse et on est un peu les filles du conservatoire à partir du moment où on y vient 15 heures par semaine. Mais en fait, des filles qui y viennent même pour 1 ou 2 cours dans la semaine construisent aussi cette identité-là. Et donc ensuite, au sein de ces différents groupes, il va y avoir à nouveau des hiérarchies entre celles qui y viennent 15 heures et celles qui viennent 1 à 2 heures. Mais ce qui est certain, c'est que être une jeune fille du conservatoire, c'est ne pas être d'autres catégories de jeunes, y compris d'autres catégories de jeunes qui peuvent aussi, en banlieue parisienne, être stigmatisées. Et moi, ce que j'observais dans les échanges que j'ai eus avec les municipalités, avec les élus à la culture, avec les directions conservatoires ou autres, c'était cette dualité entre les bons jeunes de banlieue et les mauvais jeunes de banlieue. Et les mauvais jeunes de banlieue, c'est qui? C'est souvent les hommes, jeunes hommes racisés, des quartiers populaires. Les bonnes filles de banlieue, ce sont les petites qui vont au conservatoire, qui font des activités artistiques. Et ce sont elles qu'on va chercher quand il faut faire la fête de la ville, ouvrir un événement. Quand il y a un festival, par exemple dans une des communes que j'ai suivies qui s'appelle Chevilly-la-Rue, il y a un festival autour du conte, il y a un festival autour des questions écologiques. On demande aux élèves du conservatoire de faire l'ouverture de ce festival, de faire une petite choré, de faire une petite animation de la vie locale. Donc il y a une survalorisation de ces jeunes filles et un peu du fait d'être une élève du conservatoire parce que ça nous distingue et ça nous différencie, c'est respectable, c'est une construction de la respectabilité sociale à l'échelle d'un territoire qui peut être très stigmatisant comme l'est la banlieue parisienne, alors que en fait banlieue parisienne ça veut rien dire et que dans mes terrains il y a autant Saint-Maur-des-Fossés que Bobigny et pourtant sur ces deux communes qui sociologiquement sont très différentes, les jeux de distinction se font autour du conservatoire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tu parlais de l'entre-soi. Cet entre-soi, c'était aussi intéressant de voir comment il se manifestait avec d'autres catégories d'âge. Et donc, par exemple, quand je faisais des entretiens avec des élèves
Ça, c'était très marqué à Issy-les-Moulineaux, donc des élèves danseuses du conservatoire d'Issy-les-Moulineaux qui étaient en classe à horaire aménagé. Elles n'avaient de cesse de critiquer les gens qui n'étaient pas en horaire aménagé au collège, pour se distinguer. Mais parfois, il pouvait y avoir des discours extrêmement violents, hein, en justifiant que, bah, quand on est au conservatoire, on va pas finir au chômage. Ce genre de choses, enfin, avec du coup l'intériorisation aussi, plus que d'être une élève du conservatoire, c'est une intériorisation de classe, en fait, qui est très forte et qui est que, en gros, ceux qui sont pas au conservatoire, c'est les bouseux de la commune, parce que nous, on fait le même cursus que tout le monde et en plus, on fait 15 heures soit de musique, soit de danse. Donc ça se joue aussi, à ce niveau-là. Ensuite, quand tu parlais d'une manière d'être au monde, c'est tout à fait juste, c'était assez drôle, de voir toutes les pratiques qui étaient transversales aux élèves que j'ai suivis d'un conservatoire à l'autre. Il y a des effets de groupe qui peuvent être construits par le fait de porter les mêmes pulls, porter les mêmes tenues. Parfois, elles vont jusqu'à, floquer, c'est-à-dire personnaliser, des tenues ou des pulls en les brodant avec le nom, de, leur groupe, ou le nom de leur conservatoire. Ça peut aller jusqu'à, des pages Instagram, d'une fausse petite compagnie de danse qu'elles créent à l'échelle de leur groupe, des sorties qu'elles font ensemble. Enfin, il y a vraiment un esprit de groupe qui est très fort, avec des pratiques partagées qui sont très fortes parce que justement elles passent du temps, et qu'elles s'approprient ce lieu. En ce qui concerne maintenant les motivations d'entrée, tu as raison quand tu évoques le fait que, le conservatoire, comme c'est public, ça paraît être le lieu de la sélection si on a un don, un talent, une forme de génie quelconque qui ferait que, on va être professionnel et c'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que souvent, il y a une hiérarchie quand même entre les conservatoires et une hiérarchie entre les profs et les élèves, qui auraient, un talent exceptionnel et encore, faut s'entendre sur ce qu'on appelle talent, parce que le talent est toujours construit aussi socialement et entretenu et donc en fait, hem, la danse, c'est pas du tout que de l'anatomie, hein. Il y a aussi, beaucoup de classes, et de choses qui viennent nourrir après, cet entraînement et tout. Mais en tout cas, quand bien même, il y a une hiérarchie. Et généralement, une élève très douée va être dirigée vers un autre conservatoire, un peu plus gros, un peu plus spécialisé et donc souvent, les meilleures des meilleures se retrouvent soit à Boulogne, soit à Saint-Maur, à Paris, quand elles sont pas à l'école de l'opéra. Et donc là, il y a aussi un système un peu de centre et périphérie, à l'échelle de la petite couronne, entre des centres identifiés comme des centres de professionnalisation et des conservatoires, on va dire, plutôt de seconde zone, où il y a très peu de professionnels qui émergent, et lorsqu'ils émergent, ce sont des figures connues comme le messie à l'échelle locale, avec des photos dans les salles de danse, avec les profs qui arrêtent pas d'en parler. «Oui, bah, moi j'ai eu tel élève qui aujourd'hui est danseur à l'Opéra de Paris. Ah, on a quand même eu machin qui maintenant vient faire des masterclass» et en fait, ça contribue aussi aux rêves, ça contribue aussi aux fantasmes, ça contribue à, ériger des carrières et enfin et des rêves de carrière, et à justifier du coup, aussi des normes, à justifier plein de choses. Hem, Quand bien même l'amateurisme est majoritaire. En ce qui concerne ensuite, les motivations, alors, ça il y a d'autres travaux, hein, qui l'ont très bien montré. Je pense notamment aux travaux, d'un sociologue qui s'appelle Joël Lellier, qui a travaillé lui sur, les petits rats de l'opéra, où il a fait toute une sociologie de pourquoi les enfants étaient à l'Opéra de Paris. Et en fait, il y a évidemment, un prisme de classe qui est très, très fort, parce que c'est la bonne éducation, en fait. Faire de la danse classique ou faire de la musique, c'est une bonne éducation en parallèle de l'école. Et en fait, le conservatoire, c'est un système qui est très proche du système scolaire. Parce qu'on a des examens, parce qu'on a des inscriptions, parce qu'on a une discipline, parce que certains profs poussent le truc jusqu'à donner carrément des cahiers, des devoirs. Donc le système scolaire et le système conservatoire fonctionnent un peu en miroir. Et l'un est parfois la continuité de l'autre. Et j'en ai pas du tout parlé aujourd'hui parce que c'était pas l'objet, mais ça peut aller beaucoup plus loin aussi. J'ai observé moi carrément des phénomènes de contournement, hein, de la carte scolaire et des systèmes de ciblage de conservatoires pour accéder à des établissements, scolaires. Donc école et conservatoire sont très liés. Mais en ce qui concerne les motivations des parents, bah, là, c'est très variable et ça dépend aussi, on va dire de l'appartenance de classe et de race des parents. J'ai eu des profils de parents, dans certaines communes plus populaires, des profils de parents, issus de l'immigration ou afro-descendants, qui avaient jamais été au conservatoire
et qui avaient ce rêve d'offrir à leurs enfants une éducation artistique. Et pour eux, le conservatoire, c'était une chance parce qu'ils associaient la musique, la danse à quelque chose d'élitiste. Donc, hop, il fallait que ces enfants bénéficient de ce qu'eux n'avaient jamais pu avoir. Dans d'autres profils, on a des parents qui eux-mêmes, ou des mères qui elles-mêmes ont fait de la danse, ont eu le rêve de danser en tant que danseuse étoile et veulent que leur fille soit danseuse étoile. Ça existe aussi. Et puis on a aussi des profils de parents qui n'en ont rien à faire de la danse classique particulièrement, mais c'est la seule activité où il y a beaucoup de place à l'échelle de leur commune, donc ils y mettent leur fille. On a des profils de parents qui, j'ai fait des entretiens avec des parents danseurs à l'Opéra de Paris, et en fait, ils mettent leurs enfants au conservatoire aussi pour que les enfants fassent de la danse, avec l'idée que la danse classique, c'est la base de toutes les danses. Et donc, si on veut faire de la danse un jour, il faut commencer par la danse classique. L'idée que ce serait la matrice zéro d'un corps qui permettrait de danser après. Donc en fait, il y a beaucoup de motivation avec des ramifications en termes, en tout cas, de distinction sociale. Ça, c'est certain dans tous les cas. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair, merci beaucoup. Bah, Merci. merci à toi. Et si je peux me permettre, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, parce que dans la première diapo, tu expliquais, il nous fallait cette place, on est resté toute la journée, Ouais. etc. Les modalités d'inscription au Au conservatoire. conservatoire? Alors Ouais. ça varie beaucoup d'un établissement à l'autre. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc les entretiens que j'avais faits là, donc à Pierrefitte, Pierrefitte, c'était un des rares conservatoires où j'avais enquêté, où les inscriptions étaient encore en physique. C'est-à-dire où il fallait aller sur place, déposer son dossier. D'où ces systèmes de longues files d'attente avec des maires qui sont capables de camper devant le conservatoire pendant longtemps. Alors là, depuis la fusion avec Saint-Denis, il faudrait que je retourne parce que je suis plus sûre du coup qu'à Saint-Denis, enfin qu'à Pierrefitte, actuel Saint-Denis, maintenant, l'attribution des places soit les mêmes. Donc aujourd'hui, il faudrait que je retourne voir si depuis la fusion, c'est la même chose. Mais en tout cas, dans certains conservatoires, c'est en physique. Au conservatoire de Chevy-la-Rue, c'est la même chose. Il faut déposer son inscription et même sa réinscription. Il y a des élèves qui sont au conservatoire depuis 25 ans et tous les ans, elles viennent quand même se réinscrire, déposer en physique. Dans d'autres conservatoires, tout est numérisé. Et du coup, il faut déposer son dossier en ligne, il y a un espace citoyen et attendre. Et dans des communes, il y a carrément des listes d'attente parce que les conservatoires sont très demandés. Par exemple, à Issy-les-Moulineaux, il y a tellement de listes d'attente que même pour débuter, les profs font des auditions. Donc oui, c'est très variable d'un établissement à l'autre. Même chose à Saint-Maur. Au début, il y a beaucoup de place, mais quand il y a des listes d'attente, ils font des petites auditions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et dans les petites filles petites ou plus grandes, hein, puisque l'âge est quand même très variable au conservatoire, tu l'as bien dit, il y a des conservatoires municipaux, régionaux, ceux avec une projection professionnelle possible, même si ça reste minoritaire hein, par la suite. Et du coup, c'est intéressant aussi les exemples que tu donnes de projection, de nous, on ne sera pas au chômage. Ce qui n'est pas si simple comme Ce qui n'est pas si de faire certain une du tout. carrière de danseuse. Donc, c'est bien d'avoir encore un peu de naïveté. Voilà. Et sur la professionnalisation, quelles sont les projections? Tu as observé et enquêté uniquement des cours de danse classique? Est-ce qu'il y a aussi ou est-ce que c'est que plus tard où tu as des cours de danse contemporaine, ou après on se dit que finalement, maintenant qu'on a les bases classiques, ou conformément aux clichés, finalement, on va se réorienter ailleurs. Et là, est-ce qu'il y a une répartition aussi genrée, racisée? Est-ce qu'on se projette ailleurs qu'en France? Parce qu'en France, une fois qu'on a fait les ballets d'opéra en danse purement classique, il n'y a quand même pas grand-chose. Comment ça se passe? Alors, en fait, cette idée qu'il y aurait que le classique, en réalité, elle est extrêmement naïve et donc elle est souvent partagée par des parents qui soit connaissent Oui, pas c'est très vraiment le milieu, minoritaire. soit des jeunes qui débutent. Mais en réalité, aujourd'hui, dans le monde professionnel de la danse, on ne peut pas juste être danseur classique. Enfin, on peut être dans une compagnie qui programme essentiellement des ballets classiques. C'est le cas de l'Opéra de Paris, c'est le cas du Ballet du Capitole à Toulouse, c'est le cas même du Royal Ballet à Londres, du New York City Ballet, de l'American Ballet Theatre. C'est des compagnies où il y a des ballets classiques qui sont programmés, où une partie des auditions pour recruter les danseurs et danseuses, c'est en effet du classique, mais aujourd'hui, c'est des compagnies qui sont interdisciplinaires. Donc en fait, aujourd'hui, être un danseur qui va être sélectionné
dans tel concours ou pour telle compagnie, c'est aussi maîtriser plusieurs esthétiques et pas que le classique, le contemporain ou le moderne. Donc en fait, à partir du moment où les élèves veulent se professionnaliser, elles peuvent pas rester qu'en classique. Et ça, elles le comprennent assez vite. Donc elles font des cours aussi de jazz, de moderne. Et quand bien même elles veulent devenir danseuses classiques dans des compagnies essentiellement classiques, elles font quand même toujours un peu de jazz ou un peu de contemporain en complément. Donc il y a vraiment une complémentarité. Il n'y a pas d'opposition nette en fait entre les disciplines au sein de la danse. C'est assez caricatural de penser comme ça. Et c'est pas la réalité du métier aujourd'hui, où on en demande toujours plus aux danseurs et aux danseuses, où il faut qu'ils soient performants dans plusieurs disciplines. Il y a même des danseurs de hip-hop en fait aujourd'hui qui font du classique pour s'assouplir, et des danseurs classiques qui font des immersions dans des compagnies hip-hop pour gagner en puissance de saut ou de portée ou d'autres choses. Donc il y a vraiment plein de passerelles entre les esthétiques. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au conservatoire et ensuite dans la carrière professionnelle, on oriente en fonction de plein de propriétés sociales, y compris raciales. Je m'explique. Pendant longtemps, on a dit aux élèves racisés qu'elles avaient plus de chances de devenir danseuses si elles allaient en moderne jazz. Et donc, les filles noires, les filles métisses, elles étaient orientées vers des écoles de moderne jazz, vers des écoles de contemporain, avec l'idée qu'elles allaient faire ensuite du cabaret, qu'elles allaient faire du clip, qu'elles allaient faire de la comédie musicale, mais qu'elles n'allaient pas faire du classique. Et ça, c'est encore un petit peu ancré dans certains parcours. Et c'est très... même si les choses changent, en fait, il y a plein de parcours professionnels qui ont été orientés comme ça, avec cette racialisation de la profession, où on va pas t'orienter pour faire du classique à fond si tu es une danseuse noire, parce qu'on estime que c'est pas vraiment ta place. Donc, on va t'orienter vers d'autres esthétiques. Et ça peut encore être le cas dans des discours insidieux ou inconscients de certains profs, en fait. Donc, c'est ça qui reproduit les rapports de pouvoir aujourd'hui. Et ensuite, bah, du coup, tu parlais des élèves qui font plusieurs choses. Oui, et des rêves de professionnalisation. Il y en a qui ciblent des compagnies parce qu'elles aiment le style de la compagnie. Il y en a qui ciblent des compagnies parce qu'elles aiment tel chorégraphe en particulier. Après, la réalité du métier est très concurrentielle. Vraiment, j'insiste là-dessus. Il y a beaucoup de compagnies de danse. Il y en a professionnelles quand même. Mais en fait, il y a quand même beaucoup plus de pratiquantes. Donc, les auditions sont quand même assez sanglantes à chaque fois. Il y a très peu de place. Beaucoup d'appelés beaucoup d'élus. Non, beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Voilà, c'est ça la formule. Et ce qui fait que dans une partie de mon travail, j'ai suivi des danseurs professionnels et on listait ensemble tous les lieux d'audition qu'ils ou elles avaient fait au cours de l'année, et en fait le coût que ça leur avait demandé, coût physique, coût émotionnel et aussi coût monétaire. Il y a un danseur avec qui j'ai fait des entretiens, juste pour aller aux auditions, c'était à peu près 3 000 à 4 000 € dans l'année en fait, parce que dans une année, il avait été à Bâle pour le ballet de Bâle, il avait été ensuite aux Pays-Bas, ensuite il avait été en Roumanie, et donc quand on va passer une audition, il faut se loger, il faut payer l'avion, et ça, c'est pas pris en charge. Donc en fait, ça chiffre beaucoup. C'est une profession qui demande de l'argent si on n'est pas repéré par une compagnie qui nous paye tout dès le départ, quoi. Et ça, c'est le cas de la compagnie, hein, parce que la majorité des artistes, enfin de la compagnie type ballet, la majorité des Ouais, danseurs sont quand même intermittents et travaillent avec complètement. plusieurs compagnies. Donc on a deux systèmes qui sont quand même Ouais. assez différents qui coexistent. Ouais, complètement. T'as raison de le rappeler. En réalité, des danseurs classiques salariés en France, il y en a très peu. Il y en a à peu près 500, je crois. Parce que les compagnies qui vraiment, il y en a même moins de 500, je crois, des compagnies, parce que des compagnies telles que l'Opéra de Paris, le Capitole de Toulouse, après il y a aussi la compagnie d'Angelin Prége-Locage, donc du Pavillon Noir à Aix-en-Provence, qui salarie des danseurs à formation classique, le Malandin Ballet Biarritz. Mais en fait, tout ça mis bout à bout, ça fait très très peu de danseurs en fait, qui sont salariés et fonctionnaires en fait de la fonction publique territoriale. Le reste, ce sont soit des intermittents, soit des gens qui enchaînent les contrats, soit des auto-entrepreneurs parfois aussi. Ouais. Donc là, tu as donné l'exemple de Malandin et de Préle-Jocage, donc qui sont Ouais, aussi des CCN, mais ouais, CCN type ballet. Donc les CCN, c'est les centres chorégraphiques nationaux. Il y en a 19 en France aujourd'hui et qui sont
pour la plupart, quand même dévolus à la danse contemporaine et qui, aujourd'hui, sont dirigés donc, par des artistes. Hein, c'est des artistes qui postulent avec un administrateur. On ne vient pas tout seul. Donc, il y a aussi le numéro 2, mais qui sont dirigés majoritairement par des hommes. Il y a aussi des binômes et des groupes, mais aujourd'hui, sur 19 centres, il y en a 2 dirigés par des femmes. Ouais. Donc, il y a eu une charte égalité hommes-femmes qui a été mise en place donc, en 2023. Ouais, 2023, ouais. 2023 par l'Association des centres chorégraphiques nationaux, avec vraiment l'idée d'arriver à une parité entre les hommes et les femmes à la direction. Alors, à la direction, on est nommé. Donc on postule, les chorégraphes postulent, et après c'est une nomination où on a la DRAC, les collectivités, des personnes qualifiées. Ça reste assez obscur, ces nominations ou ces parachutages. Donc ça, c'est une vraie question. Mais sinon, en tout cas, la charte, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on est directeur dans un lieu. Donc, dans un lieu, il y a toute la question des coproductions, des accueils studios, des diffusions, pour ceux qui ont des lieux de diffusion. Et là, j'ai fait l'étude avec Hélène Marquier à 1 an, justement, de cette charte égalité. Et donc, on voit une quasi-parité en termes d'effectifs entre les hommes et les femmes programmés, coproduits et accueillis dans le cadre d'accueil studio. Alors, évidemment, on ne peut pas faire de généralité parce que les CCN sont extrêmement différents. Il y a des CCN ballet, ça va jusqu'à x10 en termes de financement, donc on ne peut absolument pas généraliser. Mais dans l'ensemble, on a une relative parité en termes de nombre. Par contre, en termes de financement ou d'apport en coproduction, les hommes sont beaucoup plus financés. Et donc, c'est un petit peu la même chose qui se rejoue, comment descendre à la base de cette discrimination et de ce plafond de verre des femmes qui n'osent pas aller aux directions et des questions des moyens. Si les femmes en ont moins, c'est-à-dire qu'elles ont moins bonnes conditions pour produire leurs œuvres, et donc il faut comparer aussi à égalité les chorégraphes hommes ou les chorégraphes femmes qui se présentent, et c'est un vrai coût de se présenter aussi à ces directions-là, et donc avoir les moyens humains, on a besoin d'avoir les moyens humains et financiers de le faire, et ça se fait en général, pas en tout début de carrière, donc entre 30 et 50 ans. On a aussi une question qui se pose en majorité pour les femmes, et c'est un des futurs chantiers, notamment pour la Biennale de la danse, la prochaine Biennale de la danse de Lyon, un chantier maternité. Comment on gère aussi cette question-là? Et quand on part en tournée, est-ce qu'on a une liste, est-ce qu'il y a une crèche, est-ce qu'on a une liste de nounous, est-ce que des questions qui peuvent aussi être simples parfois, mais qui sont de vraies questions pour pouvoir entrer postuler. Et même sans partir en tournée, est-ce que notre poste nous attend toujours? Parce qu'il y a eu des histoires de danseuses dans des compagnies, je pense au ballet. Bien sûr, au ballet où elle a été licenciée parce qu'elle a eu un enfant. Donc, ou alors le directeur aussi. Mais depuis, il est parti, ouais. Voilà, donc il y a quand même un vrai progrès qui est en termes de nombre, d'accueil et de diffusion, mais par contre pas en termes de chiffres et en termes de nombre de représentations non plus. Donc, il faudrait affiner la question, effectivement, en termes de quelles sont les jauges, quelles sont les salles, est-ce que les femmes sont diffusées dans les petites salles, les hommes dans les grandes salles, les hommes ont des séries de 3 représentations, les femmes ont... Voilà, après, il faut vraiment rentrer dans le détail et un peu au cas par cas, parce qu'on est sur des considérations très différentes. Contrairement aux CDN, les CCN n'ont pas été conçus avec des théâtres et des lieux de diffusion. Donc, c'est une vraie question, mais on a quand même un progrès à cet endroit-là. Pour ma thèse, moi j'ai fait ma thèse sur les questions de genre et de féminisme en danse depuis les années 70 en France. Donc je l'ai soutenue en 2015, donc c'était aussi une autre époque avant MeToo sur ces sujets-là. Et j'avais analysé plusieurs programmations de la Maison de la Danse à Lyon et autres pour voir le nombre de femmes chorégraphes programmées. On ne dépassait, suivant les lieux, ou parfois je me dis il va y avoir une surreprésentation féminine, par exemple, parce que je prends la coursive à La Rochelle et que c'est Régine Chopineau qui dirige le ballet, donc on risque d'avoir une surreprésentation féminine. Mais en fait, quels que soient les lieux, je n'avais jamais dépassé, et les décennies, 35% de femmes programmées.
Et en fait, à partir de ce moment-là, elles paraissent pas complètement invisibles dans les programmations parce Mmh. qu'elles sont là. Du coup, ça se voit pas si on compte pas. Ouais. C'est quelque chose d'assez vrai. Et donc là-dessus, je pense qu'on a quand même une vraie progression. Alors, j'ai pas poursuivi depuis ni actualisé ces chiffres-là, mais je pense qu'il y a quand même une vraie prise de conscience. Mais ce qui n'empêche que les nominations aux directions n'ont jamais été aussi masculines qu'aujourd'hui. Mmh. Ça se reproduit. Là, il y a eu beaucoup de turnover sur les directions des centres chorégraphiques, puisque maintenant, une direction, c'est 4 ans renouvelable 2 fois 3 ans. Il y a eu beaucoup de renouveau et le renouveau est aussi très masculin. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que quand tu dis qu'à partir du moment où il y a quelques femmes, bah, du coup, on ne voit plus le problème. En fait, ça déjà, c'est pareil pour les questions, d'égalité raciale, finalement. C'est à partir du moment où, il y a deux trois personnes racisées, finalement, on pense que le problème est évacué. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, ça se joue aussi, je trouve, dans les cours parce qu'à partir du moment mais dans l'autre sens, à partir du moment où il y a un garçon ou 2, toute la dynamique du cours va changer, en fait. Et les profs n'ont de cesse de ne pas vouloir, montrer que la danse, c'est justement un truc de fille. En fait, elles tombent dans le piège de ne pas vouloir féminiser la danse en ayant de cesse constamment de valoriser la présence des garçons dans le cours, quitte à complètement, faire basculer l'équilibre de ce cours. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est à quel point, à partir du moment où il y a un garçon dans la salle, le langage devient masculin. Les danseurs, faites ça, enfin, où, on va mettre beaucoup en valeur, ce garçon, pour pas qu'il se sente trop féminisé, pour qu'il se sente bien, pour surtout qu'on ne pense pas que c'est une fille. Alors on va lui faire des exercices particuliers, on va, le mettre en valeur dans le spectacle, parce qu'il faudrait pas qu'il pense que c'est une fille, ce petit gars. Alors que dans des cours de sport, autres, où il y a une majorité de garçons, mais jamais, la dynamique du cours, elle change dans l'autre sens à partir du moment où il y aurait une fille ou 2 en tant qu'élève. Et moi, j'ai même vu des profs aller jusqu'à, essayer de détourner les élèves des cours de hip-hop ou les grands frères des élèves, pour avoir un ou 2 garçons dans le gala de fin d'année, quoi. Donc il y a une espèce de volonté de déféminiser le truc, parce que, ça ferait prendre en crédibilité, en fait. Et puis, c'est la question de la difficulté pour les petits garçons aussi, des clichés qu'on rejoue, hein, de la danse, de l'homosexualité, Complètement, ah effectivement, et de complètement, la complètement. discrimination pour les petits garçons. Donc, on valorise parce que le pauvre, c'est pas facile pour Oui, lui. et il faut pas qu'il y ait le soupçon de l'homosexualité surtout. C'est ça. Et puis surtout, en plus, dans certains, terrains où j'ai pu enquêter, «Non, non, vous inquiétez pas, c'est pas la danse qui va rendre votre fils homosexuel». Enfin, moi j'ai entendu ce genre de choses, de la part des profs et de la part des parents, enfin avec, oui, avec vraiment ce soupçon de l'homosexualité. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les danseurs, homosexuels revendiqués avec qui j'ai pu faire des entretiens, ils évoquent aussi, l'intérêt d'avoir ce type d'espace parce que, pour eux, parfois, c'est des espaces où ils se sentaient bien, où il y a justement la masculinité, toxique qui ne s'exprime pas ou en tout cas différemment, que dans d'autres espaces de socialisation. Donc là-dessus, on pourra encore passer, très, très longtemps à discuter. Mais c'est multidimensionnel tous ces rapports de pouvoir. Et il y a des vrais enjeux de pédagogie là qui sont vraiment importants Ah oui, et à plusieurs endroits aussi dans les termes qu'on emploie. Euh, Pourquoi genrer le mouvement complètement, complètement, ça aussi? a pas de Un sens. Ouais, mouvement qui est ouais, ouais. léger, le mouvement il n'est pas féminin en fait. On Mmh manque mh. quand même pas de vocabulaire pour caractériser le mouvement et et ça c'est des choses dont les enseignants n'ont pas forcément conscience. C'est Euh, intériorisé. il y a Ouais, ouais. quelque chose d'extrêmement intériorisé sur le rapport entre une énergie, un mouvement, entre le féminin, le masculin. Donc c'est aussi aux enseignants de trouver un vocabulaire qui n'utilise pas Complètement. le genre, Mmh mh. mais qui utilise les termes appropriés finalement par Oui, oui et rapport. peut-être, pour les autres personnes qui nous écoutent, ça se traduit comment dans un cours de danse? C'est par exemple quand une fille va faire un exercice, la prof va souvent demander d'être, délicat, gracieux, de, prendre la musique, vaporeux. C'est des choses, qu'on entend beaucoup et qui sont très associées au mouvement féminin.
À l'inverse, les garçons, on va leur demander d'être puissants, toniques, maîtrisés, forts. C'est des mots qui vont être beaucoup plus employés pour les élèves masculins, quand bien même c'est les mêmes exercices. Et Et après, il y a d'ailleurs, différents ouais, exercices. quand tu Ouais. parles des mêmes exercices, ce qui est intéressant, par exemple, pour passer le diplôme d'État de professeur de danse, on a l'examen d'aptitude technique avant, donc il y en a un en classique, en contemporain et en jazz. Et donc, en contemporain, donc il y a les variations filles, les variations garçons, et c'est arrivé qu'en contemporain, il y a les mêmes variations pour les garçons et pour les filles, mais par contre, sur les vidéos avec lesquels les apprentis danseurs, ou en tout cas ou enseignants vont, les vidéos qui vont être les modèles, on va voir deux vidéos tournées, une avec une fille et une avec un garçon. Donc on regenre, même quand on est sur la même chorégraphie, comme si une fille ne pouvait pas se projeter sur le corps d'un homme, et réciproquement, alors que la variation est la même, Ouais, pour le ouais, coup. ouais, ouais, ouais. Donc c'est des questions qui sont assez subtiles. Ouais, ouais, complètement, complètement, complètement. J'ai beaucoup parlé, mais je ne voudrais pas prendre toute la place. Moi aussi. Mais toi, tu es invité, c'est normal. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez rebondir sur d'autres éléments qu'a pu avancer Natacha dans sa présentation ou au contraire pour prolonger sa thèse qui est beaucoup plus complexe que ce que tu as eu le temps de présenter. Oui, bah, bonjour tout le monde. Bah, moi, c'est ça que j'aimerais bien savoir, Natacha, vers quoi tu te diriges actuellement et pour les futurs projets. Ça va être quoi le prolongement Euh, de tes Bah, ça me recherches? fait plaisir de te voir déjà, Lucille, c'est cool. Merci beaucoup d'être là. Bah, du coup, là, depuis l'année dernière, j'ai été recrutée à l'université donc d'Evry Paris-Saclay. Et donc, merci, ouais, c'est chouette, mais déjà un chantier parce qu'en fait, c'est un département d'histoire et géographie où la géographie est clairement mineure. Du coup, là, l'objectif, c'est de créer beaucoup de contenu pédagogique en géo. Et après, là, j'ai fait une petite pause, j'avoue, aussi personnelle parce que j'ai eu un bébé. Du coup, j'avoue que j'ai pas repris le terrain. Mais en tout cas, j'ai un projet de recherche là que j'ai mené en Outre-mer sur les pratiques culturelles et artistiques en Outre-mer. Parce qu'en fait, c'était quelque chose qui pointait aussi dans ma thèse. C'était les parcours d'élèves racisés qui parfois aussi étaient en lien avec les territoires ultramarins. Et donc, il y avait aussi forcément ce prisme du privilège métropolitain hein, quand on veut devenir artiste ou quand on veut accéder à certains centres de formation ou autres. Donc, pendant ma thèse, déjà, je m'étais posé la question un petit peu de ces inégalités centre-périphérie entre Hexagone et Outre-mer. Donc là, je travaille un petit peu là-dessus. Et après, la prochaine étape, c'est donc publier le livre, normalement. J'espère arriver à le boucler. Là, j'ai du mal à trouver du temps et continuer là-dessus. Mais en fait, il y aurait beaucoup de ramifications que j'aimerais creuser. Tu vois, j'aimerais faire davantage de terrain en Outre-mer. J'aimerais aussi questionner la blanchité dans d'autres contextes nationaux parce que il y a d'autres pays où ces questions de blanchité, elles sont très fortes autour de la danse. J'ai été contactée par une chercheuse qui travaille sur la danse classique en Amérique latine et en particulier au Brésil aussi là. Et les jeux de blanchité au Brésil, ils sont aussi très forts. Donc, tu vois, il y aurait des ramifications et des projets à faire. Là, ce qui me manque, c'est le temps. En fait, mais je pense que ça, c'est commun à plein de chercheuses. Donc, du coup, voilà. Je ne voudrais pas abuser, mais moi j'ai été un petit peu, comment dire, intriguée par la question de la connivence entre les mères et les filles, dont tu as dit que tu pourrais revenir dans les questions. Alors, puisqu'on est dans les questions, je veux bien que tu reviennes sur cette question-là qui, je pense, donne aussi euh, des éléments pour comprendre à quel point les mamans sont impliquées justement dans la scolarité au conservatoire. Bah, du coup, c'est vrai qu'il y a plein, un petit peu comme les parents dont on parlait tout à l'heure, il y a plein de catégories, hein, de mères de danseuses. Il y a plusieurs sociologues qui ont travaillé un peu sur ce statut, qui disaient qu'être mère de danseuse, c'est un peu un statut social. Il y a
il y a celles qui essayent de revivre leurs rêves déchus, hein, et qui qui projettent en fait sur leurs filles une carrière qu'elles n'ont jamais pu avoir. Donc ça, c'est une catégorie de mères. Il y a une autre catégorie de mères qui est celle qui ne connaissent pas du tout ce milieu et du coup sont très inquiètes. C'est un petit peu le profil de la mère dont je parlais tout à l'heure, Aurore. En fait, comme la danse est un milieu très incertain, que c'est pas sur Parcoursup, qu'il n'y a pas il y a très peu de formations qui permettent en plus de sécuriser une licence ou un master au cas où on se blesse. Ça paraît très incertain, très précaire. Donc il y a des mères qui sont vraiment très inquiètes et qui du coup suivent à fond le parcours pour être sûres que tout se passe bien. Et après, il y a aussi des mères qui elles-mêmes sont danseuses et donc à l'intérieur de cette dernière catégorie, il y a à nouveau plusieurs profils. Il y a celles qui veulent préserver leur enfant au maximum de ce qu'elles ont pu subir et donc orientent leurs filles vers certains types de pratiques, certains profs, ou certaines même structures. J'ai même rencontré des mères, danseuses qui me disait: «Ah moi je voulais pas du tout qu'elle fasse ça et puis elle fait ça quand même, moi je voulais pas qu'elle souffre comme moi j'ai souffert». Il y a des mères qui ont, cette volonté d'encadrement, on va dire, de classe, et pour qui, la danse classique, c'est avant tout devenir une jeune fille aussi de bonne famille et c'est un petit peu dans le code de bonne conduite, des jeunes filles de bonne famille et donc la danse classique se glisse entre la leçon d'alto et ensuite, le cours, particulier de mathématiques ou, d'anglais, le soir, quoi et où là, c'est pas tant la danse que finalement la danse au sein du conservatoire, dans un environnement, à la fois, homogène du point de vue de la classe, et du genre, hem avec l'idée de multiplier les activités extrascolaires pour construire son CV d'élève et mettre toutes les chances de son côté, quoi qu'on fasse dans la vie, quoi. J'ai eu beaucoup ce type de discours dans certains conservatoires comme Boulogne, Saint-Maur, Antony aussi, avec l'idée que on vient au conservatoire pour l'exigence, même si elle n'est pas danseuse, ça lui apprend la discipline, ça lui apprend à travailler, ça lui apprend l'endurance. Ce type de discours peut être aussi très récurrent, ouais. Et sur la projection des carrières, il y a la projection en tant que danseur, danseuse, il y a la projection en tant que chorégraphe, Mmh. qui n'est pas la même, c'est pas les mêmes réalités. Alors parfois on mélange les deux. Quand on monte sa compagnie, mais on danse pour d'autres parce qu'il faut avoir ses cachets. Ça c'est le cas où on n'est pas dans des ballets, mais c'est aussi de deux réalités différentes. Et où là, les questions de genre sont aussi importantes, puisqu'en danse classique, et ça, du coup, c'est vraiment hérité de plusieurs, c'est vraiment pluriséculaire, cet héritage du chorégraphe, du maître de ballet, du chorégraphe, qui est un homme et qui a toujours été un homme historiquement. Donc là, c'est vraiment cette question du modèle féminin. Et là, Laura Capel le montre très bien dans sa thèse qu'elle a publiée, Nouveau classique. Qui montre bien à la fois les attaques de la danse classique, le manque de diversité, l'absence de chorégraphes, relatifs de chorégraphes femmes, les stéréotypes toujours à l'œuvre, et puis le mythe du génie créateur éternellement masculin. Donc on a vraiment encore à l'endroit de la création du côté du classique, une ascension des femmes qui est encore extrêmement faible. Ouais, complètement. Complètement. Et après pour, rebondir sur ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'évidemment, là, on a l'impression qu'on tape beaucoup sur la danse classique, mais c'est parce qu'on en fait une analyse critique et moi, j'ai absolument rien contre la danse classique, pour être honnête, j'en fais aussi. Enfin, moi, je viens d'une famille aussi de danseuses, donc c'est une pratique, qui m'intéresse beaucoup et justement, si je l'ai analysée comme ça aussi dans la thèse, c'est pour en voir toute la complexité. Mais on a tendance aussi parfois à oublier que ces rapports, raciaux, ces rapports de pouvoir, ces rapports de genre, en fait, ils sont aussi transversaux à tout le milieu de la danse et à d'autres, pratiques artistiques, en fait. Bien sûr. Et c'est pas juste la danse classique qui est problématique du point de vue des fois du genre ou du point de vue, de la race. En danse contemporaine, il y a aussi beaucoup de rapports de pouvoir, et qui parfois sont
aussi insidieux parce que justement, ça paraît être le secteur un peu plus déconstruit ou alors un peu plus ouvert. Mais en fait, il y a des travaux aussi qui montrent que les enjeux de blanchité dans la danse contemporaine, ils sont hyper violents. Je pense aux travaux de Julien de Bonneville de l'Université de Genève, qui a montré comment le racisme ordinaire et insidieux s'invitait dans les processus de recrutement des compagnies de danse contemporaine, comment on essentialisait beaucoup aussi les danseurs dans la danse contemporaine, comment aussi il y avait des violences sexuelles et sexistes en danse contemporaine. Donc évidemment, c'est transversal, hein, comme tout système patriarcal, comme tout système structurellement raciste, c'est des fonctionnements qu'on retrouve aussi dans d'autres disciplines artistiques, hein, évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, fil à tirer? Donc, il y a quand même des progrès, en tout cas, dans moi, ce que j'avais pu voir hein, sur les centres chorégraphiques nationaux, en tout cas des prises de conscience. Après, comment ça se passe à l'œuvre? Comment il y a aussi la question des symboles. Guillaume Diop, par exemple, d'avoir un collant couleur chair qui corresponde à la couleur de peau de chaque danseur. Donc ça, c'est quand même des avancées et qui sont extrêmement récentes. Hein. La question du maquillage aussi, d'abolir le blackface lors des représentations. Je pense à la danse des négrillons dans la Bayadère, qui a été aussi renommée la danse des enfants par Benjamin Millepied quand il était directeur du ballet de l'opéra. À l'opéra, le carré des négresses, qui est le carré des cariatides. Donc, et comment finalement le vocabulaire a quand même la vie dure. Mais on a quand même des avancées et des symboles un peu spectaculaires. Alors je pense à autre chose, c'est plus du tout la danse classique, mais je pense aux Indes galantes de Bintou Dembélé et Clément Cogitor à l'Opéra de Paris, donc à l'Opéra Bastille, où on a des danseurs de crump avec les chanteurs d'opéra. Et des danseurs de crump qui sont évidemment pas les danseurs de l'Opéra de Paris, et donc qui arrivent finalement, là on a la marge au centre et de manière assez spectaculaire puisque c'est à l'opéra avec des enjeux de professionnalisation après de ces danseurs de crump par la suite et de statut, d'obtenir l'intermittence. Il y a des actions symboliques comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait de ça et sur du long terme? Et c'est effectivement des choses qui ne peuvent se passer que sur le long terme. Et c'est toujours la question des actions symboliques, mais il y en a. Ouais, non, c'est clair. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Pauline, pour tes remarques et tes prolongements. C'était chouette. Merci à toi. J'étais ravie de te retrouver maîtresse de conférence cette fois pour présenter ton travail. Un grand merci vraiment pour ces échanges extrêmement intéressants et qui ne demandent qu'à être prolongés dans de futures recherches et futurs échanges aussi. Vraiment, merci beaucoup. Bah, merci Gaëlle, merci pour l'invitation aussi. Merci pour l'invitation également. Merci à vous deux. Puis Natacha, j'étais ravie de te réentendre. Bah, moi, ravie de te revoir, Corinne. Mais surtout que c'était évidemment beaucoup plus riche et plus agréable. Enfin, plus agréable. Je pense que pour toi, en tout cas, moins stressant que ta soutenance de thèse. Qu'à la soutenance, ouais, c'est vrai. Du coup, c'était un vrai bonheur de t'entendre. Donc, merci beaucoup et merci à toi, Pauline, pour cette discussion. Oui, un grand merci à Pauline. On était ravis aussi de t'accueillir dans ce séminaire. Merci beaucoup. Et peut-être que pour une prochaine webinaire, elle pourrait nous parler des autres types de danse, puisqu'elle s'y connaît parfaitement, et donc ça pourrait prolonger un peu la discussion vers les autres types de danse. Oui, c'est toujours intéressant, effectivement, de tirer les fils et d'élargir le champ. C'est ça. Merci. Et du coup, est-ce que, Soukenia, tu pourras nous envoyer le lien de l'enregistrement? Je sais pas. Non, c'est toi, Gaëlle, finalement, qui l'a enregistré? Ouais, moi, je peux le monter. Ouais. Ok, ouais, super. Est-ce qu'elle l'a enregistré ou c'est moi? Moi, je l'ai enregistré. Je ne sais pas si Gaëlle a fait de même. Non, moi, je ne l'ai pas enregistré. Je compte sur toi, Soukaina. Tu me l'enverras. Elle a la pression. D'accord, donc je vais vous l'envoyer
à toi et à Corinne ce soir en drive. Et puis, tu pourras faire un petit peu ta magie. Voilà, je ferai le petit montage et puis on le mettra en ligne. Et bah, c'est intéressant de les avoir en ligne, ces séminaires, parce que en fait, bah, on a quelques vues quand même, des personnes qui viennent voir, qui sont intéressées, et ça permet de prolonger un petit peu les échanges. Bah ouais, carrément, carrément, carrément. Avec plaisir, au contraire. Et je pense qu'aujourd'hui, en mars, on est sur 1 an de webinaire, je crois. On avait commencé en mars ou en janvier dernier, je me rappelle plus. Non, je crois que tu as raison, ça devait être en mars. Ouais. Et Ça va qu'on souffle une déjà, on est bougie. sur le 6e épisode et c'est déjà pas mal, hein. Ça commence à, à s'empiler un peu. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. En tout cas, on était vraiment ravis que vous soyez là, que vous ayez pu vous libérer pour assister aussi à ce webinaire. Et bah merci beaucoup à toutes. Et puis bah à très vite du coup. Oui, merci beaucoup. À À très bientôt. Au bientôt. revoir. Merci Au beaucoup. À revoir. Merci. bientôt. Au revoir.